Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. C'est le numéro 52 de 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le jeudi 12 novembre. Vous le savez, tous les soirs de la semaine, nous essayons de vous donner des clés de lecture pour mieux décrypter et mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. Nous le faisons en votre compagnie. Vous avez déjà commencé à poster vos réactions et vos questions sur la page Facebook et également à travers le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Monsieur Khalid Cherkaoui Smouni. Vous êtes président du COCAS. Le COCAS, c'est la coalition contre les abus sexuels sur les enfants. Merci d'être avec nous ce soir. Youssef Chehbi, avocat au barreau de Casablanca. Merci d'être avec nous ce soir pour nous éclairer sur le point de vue juridique. Et enfin, Mohamed Fouad Benchkroun, vous êtes pédopsychiatre et vous êtes notamment le président de la Société marocaine de psychiatrie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a à peine 10 jours, à Rabat, un homme accusé du viol sur un garçon de 10 ans a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Une peine d'une terrifiante clémence qui suscite autant de questions et d'incompréhension et de questions fondamentales sur la posture de la justice face à des actes de pédophilie. Que dit la loi? La prévention est-elle possible? Quelle attention doit-on porter à ce phénomène qui est un véritable tabou au sein de notre société? Pédophilie, une justice trop clémente, c'est le titre de l'émission de ce soir. Le chiffre donne froid dans le dos. Au Maroc, 70 enfants subissent chaque jour des sévices sexuels. Il s'agit du résultat d'une étude faite par la coalition contre les abus sexuels sur les enfants, COCAS, entre 2010 et 2015. Dans une autre étude réalisée entre l'UNICEF, le CNDH et l'association Aman, 70% des victimes sont des filles. Toutes les tranches d'âge sont concernées. La plus exposée est celle des 15-18 ans, mais ces 5 dernières années, on a relevé une importante hausse sur les abus sexuels sur des enfants moins de 12 ans. Toujours selon la même étude, entre 2007 et 2012, c'est à Oujda où il y a le plus grand nombre de cas traités. Et puis les études s'accordent toutes sur un point. La violence sexuelle est généralement commise par des personnes connues de l'enfant, parents, proches, voisins ou encore employeurs. Les pères représentent par exemple 7% des cas, tandis que les instituteurs sont à l'origine de 3% des agressions sur enfants. Et c'est dans la rue que le crime est le plus souvent commis. Alors que prévoit la loi dans ce cas de crime? Il est intéressant de constater que dans 20% des peines prononcées, le pédophile écope d'un emprisonnement avec sursis. Les dernières affaires en date ont fait couler beaucoup d'encre. Ce sont celles d'un violeur d'une fillette qui s'en sort avec quelques mois de prison ou encore d'un autre qui ne passe même pas par la case prison. Pourtant, selon les articles 485 et 486 du Code pénal, si le crime a été commis sur la personne d'un enfant de moins de 18 ans, le coupable est puni de la réclusion de 10 à 20 ans. Mais quand on se réfère au jugement, il n'y a pas de réelle logique dans les condamnations prononcées dans de tels crimes. Bien, messieurs, je ne vous cache pas qu'en préparant ce sujet, qui est un sujet extrêmement lourd et qui prend aux tripes, en préparant, en essayant d'avoir des informations, en appelant les gens, les praticiens, que ce soit les avocats, que ce soit les pédopsychiatres ou les gens de la société civile, on se rend compte qu'on est dans un domaine qui est hautement sensible au niveau de notre société et on va essayer de comprendre justement ce qui se passe au niveau de la justice et de quelle manière tout cela est perçu. Alors, on a bien, juste pour mettre un point sur Youssef Chehbi, vous êtes là, à juste titre, vous avez notamment décidé de défendre le cas d'une petite fille qui a été victime d'un viol, c'était en juillet dernier, et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Parce qu'il y a des informations qui ont été divulguées dans la presse, je voudrais qu'on fasse un point avant qu'on continue ça. Il s'agit d'une fille de 3 ans qui accuse un des voisins de l'avoir abusé sexuellement, qui a expliqué le déroulement des événements d'une manière très précise malgré son jeune âge, qui a été soumise à un examen par un médecin légiste qui a confirmé l'existence de lésions, mais que l'expertise ADN n'a démontré aucune trace ADN, sauf que la fillette elle a confirmé à plusieurs reprises, que ce soit devant la police judiciaire, devant sa mère, ce qui lui est arrivé. Cette affaire a pris une certaine médiatisation pour des raisons particulières et elle est encore en cours d'instruction devant le tribunal de Casablanca. Donc les 2 mois de prison qu'on voit circuler
dans la presse. Aujourd'hui, il n'y a aucun jugement qui a été rendu, on est bien d'accord. Pour l'instant, l'affaire est... La dernière audience devant le juge d'instruction s'est déroulée le 3 novembre, et jusque-là, il n'y a pas eu de décision de justice. Voilà, donc c'était important de faire un point là-dessus pour qu'on remette au point. Aujourd'hui, aucun jugement n'a été rendu définitif à ce sujet-là. On va aborder ce sujet de différentes manières, voire surtout commenter les décisions de justice qui sont vraiment différentes en fonction des cas et parfois clémentes. Le cas que je vous ai donné en introduction de 6 mois avec sursis pour un cas qui a été avéré, jugé, avec un jugement rendu. Qu'est-ce que ça vous inspire, 6 mois avec sursis pour un acte d'une telle gravité? C'est une justice clémente et tolérante. Nous, on condamne ce jugement parce que l'acte, c'est très dur pour un petit enfant. Donc le code pénal prévoit une peine de 10 à 20 ans, de 10 ans à 20 ans. Donc le jugement de 6 mois, c'est tellement tolérant. On souhaite que la cour d'appel augmente la peine jusqu'à 10 ans, au moins. Donc voilà. Et alors, juste, vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes praticien, vous n'êtes pas du côté de la justice, mais j'imagine que vous êtes capable de faire des diagnostics, vous recevoir des enfants qui sont susceptibles d'avoir été abusés, de recevoir des parents également, qui vous amènent des enfants. Quand vous voyez ça, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce que ça déclenche en vous, praticien? Bon, juste, je suis plus président de la Société marocaine de psychiatrie, je suis pas président. Vous l'étiez. Non, voilà, je l'étais. Bon, mais moi j'essaie de garder ma neutralité bienveillante. Parce que, et Freud le disait bien, l'enfant est un pervers polymorphe. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il véhicule en venant porter de tels propos. Hein. Je vous renvoie un vieux film avec Jacques Brel, Les risques du métier. Hein. Et on voit comme ça des enfants parfois manipulés. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. J'ai rien dit encore. Non, non. C'est pas que la pédophilie n'existe pas. Elle existe. Bon, mais on ne connaît pas les pédophiles. Parce que le pédophile, le pervers en général, ne vient jamais consulter. Le pervers, hein, si la loi existe, il pourrait être transgressé. Mais ce qui est d'étonnant, c'est quand même le mode relationnel qui s'établit. Et parfois l'utilisation qui est faite de cet événement, je dirais plus ça comme ça, qu'est la pédophilie, parce que ça véhicule énormément de choses. On est en train de se dire, ça nous prend aux tripes. Parce que c'est vrai, on ne peut pas mettre 2 mots dessus. Celui qui rend le jugement n'est rien d'autre qu'un homme. Qu'est-ce que ça vient renvoyer en lui? Et ça lui fait poser des questions, à mon avis, fondamentales par rapport à cet événement sociétal. Parce que les chiffres qui nous ont été avancés, à mon avis, sont nettement en dessous de la réalité. Alors ça, ce sont les cas avérés qui ont fait l'objet recensé. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur le nombre exact. Combien de gens, de familles, vont oser porter l'affaire sur la place publique? Parce que dès que vous la mettez sur la place publique, tout le monde s'en mêle. La police judiciaire, les médecins, les juristes, et on ne sait pas comment aborder ce problème-là. Or, parfois, les révélations se font dans des conditions extrêmement dramatiques. Alors, on reviendra justement à l'estimation, s'il peut y en avoir. Il y a des études qui sont faites, des études menées par l'UNICEF, des études que vous, Caucase, vous avez faites. J'aimerais juste revenir avec Youssef Chabis sur le point juridique, qu'on fasse un point déjà sur ce que dit la loi. Aujourd'hui, que dit la loi, clairement, vis-à-vis des actes d'abus sexuels sur enfants? Vous me permettrez d'abord de commenter ce que je viens d'entendre. Oui. 1. Je considère que ce n'est pas un événement. Un acte de pédophilie est un crime le plus abject qui puisse exister. Ce n'est pas un événement. Il faut mettre des mots sur les choses. Un événement, c'est un cas de fait divers. Non, ça c'est un crime abject sur un enfant. 2. Ce que m'inspirent les décisions de justice clémentes, c'est scandaleux. C'est honteux. Il faut faire une cartographie des jugements scandaleux et honteux. Parce qu'il y a deux choses. Soit la personne est coupable. À ce moment-là, il faut appliquer les textes. Les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans. Soit la personne est innocente. À ce moment-là, il faut l'acquitter.
Mais des jugements de 6 mois avec sursis, 3 mois avec sursis, ça veut rien dire. Oui, ça veut dire quoi finalement? Quand on est homme de loi, un jugement veut toujours dire quelque chose en filigrane. Là, c'est incompréhensible même pour un homme de loi, parce que c'est même pas une question d'être un homme de loi, c'est une question de pure logique. Un adulte a abusé d'un enfant, il faut qu'il soit condamné sévèrement. Il n'a pas abusé d'un enfant, il faut qu'il soit acquitté. Mais entre les deux, rien n'existe. Ce que je voulais dire, c'est que ces décisions de justice clémente font que les gens perdent confiance. Et font que, comme disait Sam Chokran, ils ne s'adressent pas à la justice parce que la machine judiciaire compliquée, médiatique, médecins, police judiciaire ne sont pas... déjà, la machine judiciaire n'est pas en mesure de recevoir correctement les plaintes des victimes, ni de les... Il y a un autre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun département spécifique qui permet justement à des familles d'aller s'adresser directement, je sais pas, j'imagine avec confidentialité, faire en sorte que ça soit pas ébruité, qu'on puisse donner un minimum de cadre, on va dire, pudique par rapport à des affaires comme ça. Les gens font ça dans les cabinets d'avocats, dans la confidentialité, alors que même les cabinets d'avocats ne sont pas préparés. Nous n'avons jamais été formés pour d'abord savoir comment recevoir une famille qui est... Alors on va y revenir parce que bon, je sais que vous êtes tenu par le secret professionnel, mais je vous poserai des questions sur, voilà, est-ce que finalement il y a des gens qui viennent vous voir et qui n'ont pas envie d'aller en justice Toujours sur le volet juridique. Donc le code pénal français différencie entre l'agression sexuelle et le viol. Tandis que le code pénal marocain parle du viol. Donc on a longtemps milité pour que la loi marocaine change. C'est quoi la différence? Je sais qu'on va être amené à dire des choses crues, mais je pense qu'il faut les dire. Donc c'est quoi la différence entre une agression sexuelle et un viol? Donc l'agression sexuelle... c'est une question de savoir s'il y a eu pénétration ou pas. Oui, oui, bon, oui. Donc le viol, une pénétration. L'agression sexuelle... sont les attouchements. Peut-être seulement un attouchement, une caresse de nature sexuelle. C'est puni à 5 ans en France. Mais aujourd'hui, parfois... la loi, chez nous, ne fait pas la différence. Donc, oui, il y a une lacune juridique. Donc, la loi marocaine, surtout le code pénal, doit être changé. Pour qu'il comporte aussi les agressions sexuelles et le viol. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est-à-dire que cette différence-là, elle est fondamentale. Le code pénal, il y a les articles que vous avez cités tout à l'heure, parlent d'attentat à la pudeur. Oui. Alors ça, c'est l'article 485 est puni de la réclusion de 5 à 10 ans tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des personnes de l'un ou de l'autre sexe. Donc ça, on n'est même pas dans les... Donc l'attentat à la pudeur, c'est ça. Il faut définir où commence l'agression sexuelle, à quel moment l'attouchement. Est-ce que quand on a touché, est-ce que c'est... Comme vous avez dit, on a le droit. Caresse buccale, est-ce que c'est une agression sexuelle? Ce genre de choses forcées ou fait par malice avec un enfant d'une manière ou d'une autre, il faut que ça soit précis. Il faut que le code pénal évolue. Parce que nous sommes dans une situation où c'est des cas qu'on voit chaque jour. Vous voulez dire que le code pénal est trop pudique? Oui, oui. Donc il est en retard, le code pénal, en matière d'agression sexuelle. Il parle toujours de viol. Mais il y aura des agressions sexuelles, des abus sexuels qui n'atteignent pas le degré du viol, la pénétration. L'attouchement, donc, c'est puni en France. Ce n'est pas considéré comme une agression sexuelle. C'est puni en France. La caresse, c'est puni en France. Lorsqu'il y a une volonté chez l'abuseur ou bien le pédophile de faire quelque chose de mal sexuellement, donc c'est puni en France. Alors, mais alors, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Ne me faites pas dire ce que... Je dis c'est un événement, mais je crois qu'un crime aussi est un événement. Un événement est un fait de société. Ça dépend de ce qu'on met derrière les termes et leur signification. Hein? Quand je prends le terme pédophilie, étymologiquement, c'est l'attrait pour un enfant. Alors, qui viol, agression, pénétration, pas pénétration, attouchement. Mais quoi qu'il en soit, ça se fait contre la volonté d'un enfant. Il n'est pas adhérent. On va le séduire, on va le manipuler. Il va se faire avoir, comme il dit.
Mais bien sûr que c'est un crime. Bien sûr que c'est un crime abominable. Mais ça reste un événement. Quand je dis un événement, au sens sociétal. Ça ne met pas en jeu. Jamais l'enfant ne va venir taper à votre porte en disant « j'ai été abusé, j'ai été touché ». Souvent, ça va passer par un tiers. Qui? Un enseignant, qui est un parent, qui parfois... Et on voit bien que la majorité des agresseurs sont dans l'entourage. On comprend bien le principe. C'est quelqu'un en qui l'enfant a confiance, généralement. Auquel il veut faire confiance, mais l'autre va essayer de le séduire. Hein, quand vous voyez la mise en scène, c'est quand même, bon, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, quand vous recevez un enfant qui a été abusé, c'est toute une vie que vous mettez en jeu. Mais pas que la sienne, celle de tout l'entourage. Quand je disais tout à l'heure que les familles n'osaient pas s'exposer, parce que imaginez que de parents, que de mères protègent leur père, le père de l'enfant. Parce que tout l'équilibre familial risque d'être déstabilisé. Et ça entraîne des drames beaucoup plus importants que ceux qu'on voit dans les cabinets d'avocats ou ceux qu'on voit devant les tribunaux. Vous avez des gens qui ne veulent pas aller, vous l'avez dit, mais vous avez des gens, concrètement, qui viennent vous voir, qui vous disent que faire, mais qui n'ont pas envie d'aller en justice et qui veulent garder l'anonymat le plus complet, qui ne... Bien sûr, bien sûr. Il arrive souvent que des gens que leurs enfants leur ont raconté dans le détail un événement, je reprends votre mot, une agression sexuelle, et qui viennent dans un cabinet d'avocats, ils sont désemparés, ils ne savent pas comment aborder ce sujet. Ils savent, d'abord, ils ont peur de la machine judiciaire, de son emballement, ils ont peur de ce qui va se passer chez la police judiciaire, combien de fois l'enfant va être présenté au procureur, est-ce qu'il va passer devant le juge d'instruction. Mais le souci le plus lourd, ce n'est pas ça. C'est que les gens, ils ont peur de leur cercle social qu'on commence à raconter. Mais par contre, moi, je trouve que c'est plus dangereux de garder le secret. Parce que garder le secret, c'est malsain pour l'enfant. Il faut aller jusqu'au bout chercher la vérité. Et maintenant que ce sujet a pris des proportions médiatiques aujourd'hui, depuis quelques temps, il faut réfléchir à beaucoup de choses. Il y a un problème de preuve. Parce qu'on se retrouve parfois, souvent, face à la parole de l'enfant contre la parole de l'adulte. Il n'y a pas de preuve matérielle. Le pédophile ne laisse pas derrière lui rarement on va trouver des traces ADN. Mais la psychologie fait qu'il faut croire la parole de l'enfant. Même, il faut la vérifier. Alors justement, comment vous dites, voilà, il a parlé de la vérification, c'est un point essentiel. Donc ici au Maroc, on n'a pas une police spécialisée en agression sexuelle. Je vous donne un exemple. Sur mineurs. Oui, sur les mineurs. En Suisse, il y a des policiers qui font les enquêtes, les investigations, ils sont spécialisés. Ils savent comment parler avec l'enfant, comment une formation en arriver pour éprouver l'agression. Pour nous, les policiers ne sont pas encore formés. Donc c'est une occasion de demander que nos policiers, certains policiers doivent être bien spécialisés, faire des formations et faire des cours en ce domaine de sorte qu'ils seront bien spécialisés dans l'investigation avec des enfants pour éprouver. Parfois, pour avoir les preuves, les enfants n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à dire des choses, donc le policier peut-être devient comme un psychologue, comme ça, un psychiatre qui pourrait arriver à la preuve. Alors, docteur ou professeur, faut que je vous dise. Professeur. Il paraît. Il paraît. Bon, bah d'accord, on vous appelle comme ça. Voilà. Écoutez, on va pas vous l'enlever. Chose mal acquise. Ça pose une question par rapport à comment on croit à l'enfant. Quelle crédibilité on donne à l'enfant dans une société comme la nôtre où, je sais pas, je m'avance, mais est-ce que l'infantilisation, est-ce que l'enfant est un être en soi à un moment donné où on va faire attention à ce qu'il dit et donner la véracité, comme vous l'avez dit. Parfois, on peut se dire, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Et là, tout le boulot que vous avez à faire, c'est là. C'est d'essayer de dire, ah tiens, cet enfant, il y a bien quelque chose derrière tout ça. Tout à fait. Bon, vous parliez tout à l'heure de la formation. Il n'y a pas que le problème de la police,
l'élément répressif. Je crois que même toute la magistrature, hein, les juges pour enfants, on n'a pas de juge pour enfants. Mais maintenant, comment cet enfant, à quel moment va-t-il lever ce non-dit? Parce que souvent, il y a un non-dit derrière tout ça. Parfois, des choses banales, une terreur nocturne, un enfant qui va faire des régressions, il va devenir encopritique, faire caca, hein, il va devenir énurétique. Et à partir de là, peut-être des choses qui ne sont pas verbalisables directement, ce sont des symptômes hein, qui viennent attirer la sonnette d'alarme. Et parfois, il y a des choses chez l'enfant qui parlent. Un dessin, un jeu, une répétition. Et n'oublions pas souvent que ceux qui les pédophiles, et ça je crois que toutes les études l'ont prouvé, ont eux-mêmes été abusés. Il y a quelque chose de le registre de la répétition. Venir faire subir à l'autre ce que moi-même j'ai subi. Et parfois, il y a quelque chose au niveau d'une chaîne qui s'installe et on est pris dans un système pervers, et j'en ferai référence si on a le temps tout à l'heure, où on ne sait plus par où commencer, par où finir. C'est pour ça que je parlais d'événements, au sens d'événements qui viennent tout bouleverser. Vous me disiez tout à l'heure, je reçois par exemple un père qui m'amène son enfant. Et l'enfant a été abusé, manifestement, avec des certificats médicaux à l'appui, de médecins constatants, avec des preuves ADN, tout ce qu'on veut, par un gardien, un proche. Hein, celui qui va faire les courses, celui qui amène l'enfant, qui l'amène à l'école, qui va le chercher. On ne va pas stigmatiser quand même les trucs, mais bon, mais c'est l'entourage. Non, c'est un cas clinique. Voilà. C'est un cas clinique. Mais je dis, il faut porter plainte. J'ai vu la panique dans le regard du père, mais vous vous rendez compte? Tout ce qu'on va, l'interrogatoire, ce qu'il va être obligé de dire, ce qu'il va être obligé de faire. Il a dit, je préfère pas. Il a paniqué, et après, il avait peur d'autre chose, la répression. Mais il faut. Il faut du courage. Hein. Mais il disait, mais vous imaginez quand il va sortir de tôle, avec toute la problématique personnelle qui est mise en jeu. C'est pas rien pour un parent, un père, une mère, un oncle, une tante, de savoir que son enfant, son neveu, son petit-fils a été abusé. Je crois que c'est la pire des choses. C'est quoi la solution? Moi, je pose la question. Non, pas parce que là, à vous écouter, il ne faut pas aller en justice. Parce que vous êtes en train de décourager d'une manière ou d'une autre. Parce que finalement, nous, ce qu'il faut chercher, c'est le moyen d'affronter ce fléau. C'est pas par le silence, c'est pas en disant que la machine judiciaire c'est compliqué, c'est en disant, en trouvant des solutions. Comment aider les gens à aller sur ce chemin? Par exemple, on peut dire par exemple, faciliter. Donner plus de crédit au témoignage de l'enfant, donner plus de crédit au rapport du pédopsychiatre qui reçoit l'enfant, installer des cellules spécialisées dans les commissariats de police ou là dans les cliniques, ou n'importe. Donc le premier accès, le premier interlocuteur d'une famille qui fait face à ce genre de choses, voilà des outils. Mais commencer en disant que c'est compliqué, que la justice, ça va traîner, qu'on va aller dans les audits. Je suis désolé de vous dire, mais dans les commissariats de police, faut pas oublier que les policiers sont des êtres humains. Quand ils voient des enfants, même s'ils n'ont pas été formés, s'ils n'ont pas l'outil pour affronter cette situation, ils essayent de trouver des solutions. Et donc maintenant, je pense, ce que nous pouvons proposer éventuellement, c'est que dans les grandes villes, Casablanca, Marrakech, là où ce genre de cas, créer des cellules à l'intérieur des postes de police spécialisées, uniquement pour les enfants victimes, ou lorsque l'enfant arrive, il est reçu par une cellule spécialisée avec un pédopsychiatre, que l'audition de l'enfant soit filmée, qu'on trouve des solutions. Sociale aussi. Une personne en qui l'enfant puisse faire avant de faciliter éventuellement le problème de la médiatisation de la chose, imposer un huis clos immédiat, imposer que ça se passe dans un tribunal où il est interdit de citer les noms et des enfants, et imposer que ça se passe d'une certaine manière. Ça, c'est les outils qui vont aider. Mais si on part du postulat que c'est compliqué le tribunal, c'est compliqué la machine judiciaire, c'est comme si on disait aux gens, mais alors je vous repose la question qu'il y a tout à l'heure. Je vous dis, le code pénal manque de pudeur. Est-ce que finalement, il n'est pas
en adéquation avec les infrastructures inexistantes qu'on a aujourd'hui. Parce que est-ce qu'on risque pas, finalement, si on durcit dans l'état des choses, dans l'état des choses, si on n'a pas les moyens clairs de prouver, d'accueillir toutes ces infrastructures, est-ce qu'on risque pas à un moment d'envoyer finalement aussi des innocents en prison? C'est ça, la question, est-ce qu'elle est là? Et parfois, nous avons des preuves. Et la justice est tolérante. Avec des preuves irréfutables. Oui, avec des preuves. Là, c'est un autre problème. Mais je crois que M. Chebi a tendance à donc, le code pénal prévoit une peine de 10 ans à 20 ans. La plupart des peines, ou bien des jugements, ne dépassent pas 2 à 3 ans. Quel est le problème? Si on n'applique pas la loi. La loi existe, mais le problème de son application. Alors, est-ce que dans la société marocaine, parce que là, il faudrait aussi, c'est votre métier là, est-ce qu'il y a, quel est le rapport à l'enfance? C'est une question très, très large que je vous pose, mais lorsqu'on a, par exemple, dans le code de la famille, le mariage des mineurs qui a été en augmentation, même si c'est à la discrétion du juge, qui permet justement de marier des mineurs aujourd'hui, est-ce que ça, culturellement, ça ne veut pas dire finalement, ça n'adoube pas d'une manière ou d'une autre, le fait qu'à un moment donné, on peut avoir une relation avec un mineur. Est-ce que ça aussi, c'est pas un signe très fort? Oh, c'est un signe extrêmement fort, moi je trouve ce que vous dites là. C'est vrai, parce que, bon, malgré le nouveau code de la famille, mettant les limites, on a vu des chiffres, bon, je ne les ai pas en tête, où on a vu augmenter en flèche un petit peu le mariage de mineurs. Donc ça pose quand même des... Qui est normal, c'est-à-dire ça dépend de la décision du juge, c'est censé être l'exception. Oui, mais il y a eu ce drame que nous avons vécu il y a quelques années, celui d'Amina, cette jeune fille qu'on a obligée d'épouser son violeur et qui s'est suicidée. Donc ça pose quand même question. Au-delà du suicide, qu'est-ce qui reste? Mais M. Chabi, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Combien d'enfants qui ont été abusés ont vu de pédopsie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quasi très peu. Il faut trouver des solutions. C'est pas pour ça qu'on va rien faire. Non, je vous dis pas de rien faire. Mais je crois qu'une émission comme celle d'aujourd'hui est quelque chose de fondamental. C'est quoi le message qu'on va transmettre? Pour moi, le message est clair. Il faut trouver des outils pour accompagner les gens dont les enfants viennent leur dire « j'ai été abusé sexuellement ». Les accompagner, quelle que soit leur situation sociale, que ce soit des gens qui ont les moyens ou des gens qui n'ont pas les moyens. Il faut que cela cesse. Il faut qu'il y ait une réplique de la société. Parce que, voyez-vous, les lois, c'est la société qui crée les lois. Peut-être que cette question de la pédophilie ne se posait pas il y a des années. Mais aujourd'hui, ça devient 70 cas par jour. Le reste, c'est la face de l'iceberg qu'on voit. Et donc maintenant, et même sur les 70 cas, on a des décisions clémentes. Donc aujourd'hui, il faut dire stop! C'est fini, on ne joue plus avec ça. Maintenant, il faut aider les gens. Il faut que tout le monde, que chaque famille qui a subi un abus sexuel de ce genre puisse avoir tout l'appui de la société. Il y a une sociologie qu'on mette à leur disposition des pédopsies. C'est Chabi. Il y a une sociologie des cas déclarés. Est-ce que c'est souvent des classes sociales, entre guillemets, défavorisées, qui vont à la justice? On n'entend jamais, très rarement, parler de classes aisées ou moyennes à aisées qui vont déclarer ces cas-là. C'est le cas ou pas? Je me trompe. Actuellement, il y a par exemple, parce que j'ai appelé presque une épidémie à Casablanca, de cas avérés, et à la limite du pensable, de mères qui considèrent leur père, elles ont quasiment dit, mon mari, le père de mon enfant, a abusé de ma petite fille. Alors, double truc, pédophilie, inceste. Et qu'est-ce qu'il y a en amont? La demande du divorce. Avec, vous vous rendez compte, un père incestueux et en plus pédophile, on ne peut pas lui laisser des enfants. Ouais. Alors vous vous rendez compte un petit peu la perversion du mécanisme qui se met en place?
Est-ce que la répression est la seule réponse? Je ne sais pas. Alors justement, on va en parler parce qu'on va faire une petite pause. On va donner la parole tout à l'heure à Latefa Benari qui est de l'association Ange Bleu. Elle sera avec nous en direct au téléphone de Paris et justement qui, sur un sujet qui pose beaucoup polémique dans certains pays, c'est la prévention et la prise en charge des pédophiles avant et pour éviter la récidive. On se retrouve après une petite pause. Deuxième partie de 60 minutes pour comprendre. C'est vrai qu'on parle d'un sujet qui est assez lourd et c'est vrai que toutes vos réactions sur la page Facebook ou sur les réseaux sociaux, bon, on a des réactions qui sont quand même assez violentes hein, et on le comprend, c'est normal parce que ça touche, mais en même temps, bon, essayer de comprendre en une heure ce phénomène, ça va être un peu dur, mais avoir le mérite, en tout cas, je vous remercie d'être là ce soir pour en parler sans langue de bois. Je vous lis quelques tweets. Hein, un pédophile mérite la peine de mort, on ne doit pas laisser une personne malade détruire le futur marocain. Je vous en lis quelques-uns, après je vous les ferai commenter. L'éducation sexuelle du côté enfant pourra apporter colossalement en matière de prévention d'abus sexuels. Ça aussi, ça pose la question de la prévention. On regarde un petit sujet de Khadija Hassan et ensuite on aura Latefa Benari de l'association Ange Bleu en direct de Paris au téléphone. Longtemps, la réalité de la pédophilie a été taboue chez nous. Mais l'heure est grave. Les ONG marocaines tirent la sonnette d'alarme. Elles urgent les pouvoirs publics à renforcer la lutte contre ce fléau sur le plan juridique, mais pas seulement. On ne sensibilise pas assez. Aujourd'hui, la sensibilisation à la violence sexuelle se fait plus à l'école ou au sein d'associations de protection. Mais en famille, ça ne se fait pas beaucoup. Barrière culturelle oblige. Pourtant, l'enfant a tout intérêt à apprendre à s'autoprotéger et dans certains cas, l'enfant a peur de la famille, il subit des violences sexuelles, mais n'en parle pas. Il y a là un réel travail à faire pour sensibiliser la famille, les parents avant l'enfant, à communiquer. Et si par malheur le mal est fait, que l'enfant abusé arrive à prévenir sa famille, celle-ci choisit le silence. Et c'est là où le bas blesse, car la tâche n'est pas aisée pour les associations de protection de l'enfance, convaincre les proches des victimes de sortir du silence. Freins sociaux, culturels et parfois économiques empêchent les familles et les enfants abusés sexuellement de parler librement, de porter plainte ou d'aller au bout du processus judiciaire. Et dans certains cas, c'est dû à la grande disparité des peines, surtout quand le violeur s'en sort avec une sentence légère. Il y a près de 2 ans qu'une proposition de loi visant à alourdir les sanctions contre les pédophiles a été déposée, mais elle n'a toujours pas été étudiée malgré l'urgence de la situation. Sans oublier qu'il n'existe aucun dispositif de suivi psychologique ou psychiatrique, ni pour l'enfant victime, ni pour le violeur. Donc oui, il faudra renforcer la prévention, tant au niveau politique, institutionnel qu'au niveau législatif. Alors, prévention, on va en parler. Nous avons Latefa Benari avec nous au téléphone, en direct de Paris. Latefa Benari, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Bien, merci d'être avec nous et d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'action de l'association Ange Bleu? Alors, en quelques mots, ça va être difficile, mais je vais essayer. L'action de l'Ange Bleu, c'est un peu l'aboutissement d'un combat de plusieurs années, de 30 années sur le terrain. Et je ne vous cache pas que c'est sur le terrain du Maroc et l'Algérie que j'ai commencé mon école, et mes connaissances et mes expériences pour aboutir à une réflexion complètement différente, sous un angle différent, c'est-à-dire la prévention du premier passage à l'acte. Parce que j'ai été victime moi-même, donc on ne va pas m'apprendre la souffrance d'une petite fille qui a été abusée, violée par un proche de la famille, c'est-à-dire un employé de mon père. Et donc, lorsque j'ai écouté et entendu le premier pédophile de ma vie, j'ai constaté qu'il avait un profil complètement différent, donc complètement différent de ce qu'on imagine, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, Voilà, donc depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter vos discours et ça me fait vraiment plaisir que vous abordiez ce sujet complexe. D'ailleurs, la complexité le montre bien ce soir. On fait l'amalgame et on fait une comparaison entre l'agresseur et le pédophile. Or, depuis la création de mon association il y a 18 ans, après bien sûr mon expérience,
j'ai quand même réussi un défi lancé ici en France et en Europe et dans le monde, à savoir attirer les pédophiles qui ne sont pas encore passés à l'acte. Donc ce que j'appelais moi les abstinents. Les pédophiles abstinents. Alors justement, Latefa Bennari, on sait très bien que la pédophilie, ce n'est pas un sujet tabou que chez nous. C'est un sujet tabou dans toutes les sociétés du monde. Mais il y a un sujet qui est encore plus tabou, c'est ce que vous faites, c'est finalement aller vers les pédophiles qui ne sont pas encore passés à l'acte et vers des pédophiles qui sont déjà passés à l'acte et en vue d'éviter la récidive. Cette approche que vous avez, est-ce qu'elle est bien accueillie? Quand je vois des tweets, j'ai pas lu tous les tweets qui sont très hostiles par rapport aux pédophiles, qu'on peut comprendre. Quand on dit un pédophile mérite la peine de mort, on ne doit pas laisser une personne malade détruire le futur marocain. Lorsque vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, bien sûr, c'est légitime. J'ai commencé par entendre et recevoir de tels messages au début parce qu'on ne comprenait pas très bien ma démarche. Ma démarche, c'est de protéger les enfants d'un passage à l'acte. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette association pour ceux qui ne sont jamais passés à l'acte. C'est au Maroc, en Algérie, que j'ai appris que pendant le parcours d'un agresseur sexuel, d'un délinquant sexuel, il se passe des années de souffrance et de volonté d'être aidé et n'arrive pas. Donc, je parle de ceux qui sont attirés par les enfants prépubères. Je ne parle pas des pères incestueux, je ne parle pas des hétérosexuels qui dérapent sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Je parle de ceux qui sont attirés sexuellement, et émotionnellement et amoureusement par les enfants. Et bien sûr, lorsque j'ai créé l'association, j'ai eu exactement la même perception, y compris par les psychiatres. Heureusement qu'après, grâce aux médias comme vous, comme cette émission, les gens et les magistrats, les professionnels commencent à comprendre ma démarche qui est complémentaire. Je ne me substitue jamais aux professionnels, ni aux psychiatres, ni à la police, ni à la justice. Par contre, je complète le travail puisque aujourd'hui je suis appelée par des fédérations de psychiatrie, des magistrats, pour donner mon avis sur le profil des pédophiles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de consommateurs d'images. Ça, c'est un sujet aussi à aborder peut-être une prochaine fois parce qu'il est très répandu. Et c'est un délit en France, la consommation d'images à caractère pédophile, même sans passage à l'acte. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens, tous ceux qui avaient tourné le dos, comprennent mieux ma démarche et sollicitent une complémentarité de travail. Alors, vous nous avez envoyé avant l'émission, et moi, ma question est de savoir, est-ce que ces pédophiles qui se sentent pédophiles, la démarche qu'ils ont pour aller venir vous voir, est-ce qu'elle est, j'imagine qu'elle est difficile. Vous nous avez envoyé, avant l'émission, un mail que vous avez reçu d'un jeune homme majeur qui vous a avoué commencer à avoir des pulsions et il voulait être aidé. C'est un mail qu'on a lu avant l'émission qui a bouleversé toute la rédaction. On est resté devant ce mail-là, qui était brut de décoffrage et qui vous livrait ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est courant ? Alors, pourquoi j'ai choisi ce mail très représentatif de ce qu'on peut trouver comme difficulté dans les pays musulmans et bien sûr arabes, mais sinon, c'est mon quotidien. Ce sont des milliers de mails de cette nature qui me parviennent par mail et d'ailleurs, des milliers, bien sûr, de tout le monde francophone. Heureusement que je ne parle pas anglais encore, parce que sinon j'aurais eu aussi des pays francophones, anglophones. Le Canada qui a été considéré et perçu comme avant-gardiste, eh ben, je suis désolée de le dire aujourd'hui. Il est regrettable de constater qu'il y a aussi des lacunes, un retard là-bas, puisque de plus en plus de pédophiles qui découvrent mon site internet et mon livre qui est en ligne et demande une aide. D'ailleurs, j'ai été carrément choquée de savoir qu'il n'y a pas du tout de prise en charge pour les consommateurs d'images. C'est un phénomène nouveau, certes, mais moi j'ai appris à les aider, à les écouter pour ne pas passer à l'acte, pour rester abstinent, mais surtout pour se sevrer de fantasmes pédophiliques alimentés par... On va revenir là-dessus avec l'explication de professeur qui est avec nous. Dernière question, très rapidement. Votre travail, votre livre, qui sera bientôt disponible au Maroc, a été salué par Sa Majesté.
Majesté en personne qui vous a envoyé une lettre. Est-ce que vous pensez que ça peut accélérer, que ça peut favoriser la situation ici à la mise en place d'approches qui soient, on va dire, plus actives dans ce domaine-là au Maroc? Alors moi, je rends hommage et je félicite Madame Nezafreli qui a eu le courage justement de demander, et même M. Khalid Chetraoui qui est présent, c'est vu pour qu'on puisse travailler en collaboration, parce qu'il faut savoir aussi que le travail auprès des victimes est nécessaire, il est fondamental. Je fais les deux d'ailleurs, j'organise des groupes de parole entre victimes et pédophiles abstinents ou ex-auteurs, puisque je suis sollicitée par les prisonniers délinquants sexuels. Mais je pense, à mon avis, puisque c'est ma culture et c'est mon rêve depuis toujours, de développer cette action qui a fait preuve d'efficacité et de succès. Bien. Merci beaucoup, Madame Benari, d'avoir été avec nous en direct de Paris. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Ange Bleu. Alors, c'est vrai que sur ce plan-là, vous voulez réagir à cette question-là de prévention. On a bien vu ce qui a été fait. Moi, je crois que c'est l'attitude la plus adaptée et intelligente. Bon, mais cette dame parle aussi parce que d'un vécu. Oui. Et c'est à partir d'un vécu qu'elle s'est... Bon, ça interroge à plus d'un titre. L'ange bleu. Quel est le sexe d'un ange? Or, un enfant. Alors, si vous, oui. Bon, si vous voulez dans la symbolique, je pense que bon. Oui, mais ça, on pourrait le faire autour d'un café, si vous voulez. Mais non, mais quand je dis ça, c'est que c'est pas rien qu'elle ait choisi ça comme appellation. Maintenant, quand on voit qu'il y a des milliers, elle reçoit des milliers de mails. Franchement, là, c'est un chiffre qui choque. C'est-à-dire que c'est pas un événement là à ce moment-là. Là, ça devient une pathologie, c'est une épidémie. Eh oui. Mais alors, par exemple, ces gens-là, lorsqu'on les met en prison, comment ils sont accueillis dans le milieu carcéral? Ils sont mis au banc tout de suite. Et parfois, on leur fait subir ce qu'ils ont fait subir aux autres. Donc, vous voyez un petit peu l'événement, comment il s'enclenche. Et quand le tweet que vous avez lu, on a envie de devenir meurtrier, je ne sais pas, n'importe lequel d'entre nous verrait son enfant. C'est vrai que la première idée qui nous vient, ce serait se faire justice soi-même. C'est du registre de l'impensable. Alors justement, Youssef Chahbi, est-ce qu'on ne risque pas, avec des peines aussi clémentes, d'aller vers la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent? Parce que, on va le dire de manière claire, je pense qu'on est tous d'accord ici, si ça arrivait à une de mes filles, je dirais à un moment, et qu'on met 2 mois ou 6 mois avec sursis à une personne avérée, avec des preuves irréfutables, il y a de quoi devenir dingue. Tout à fait, mais bon... D'abord, je tiens à saluer le courage de cette dame dans son travail et son engagement. Et le tweet qui parlait de peine de mort, comme le disait... J'en ai lu qu'un, mais... Comme le disait le professeur, c'est souvent des personnes qui ont subi ça dans leur vie et qui le répètent. Donc oui, il faut penser aussi, trouver des solutions pour l'accompagnement de ces pédophiles, parce que, comme vous parlez de pathologie, c'est des gens malades. Il faut les accompagner pendant il faut qu'il y ait des sanctions sévères. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement pendant leur incarcération pour trouver des solutions qui fassent qu'ils ne récidivent pas. Il y a aussi... Est-ce que c'est la prison qu'il leur faut, ou bien des instituts thérapeutiques, psychiatriques? Il faut d'abord, il faut aussi un système de fichage. Il faut un système qui permette de savoir lorsqu'un pédophile a purgé sa peine. Il faut que la police judiciaire puisse le localiser pendant un certain temps, pendant une certaine durée, qu'on sache qu'il est dans un endroit particulier. On doit aller jusqu'à ce qui se passe aux États-Unis, où carrément on affiche, carrément on sait que dans tel quartier, vous avez une personne qui a purgé une peine pour pédophilie. Il n'est pas nécessaire d'en arriver jusque-là, mais il faut éventuellement que cette personne puisse éventuellement se rendre dans une administration, quelque chose comme ça, dans un poste de police, pour signer un acte de présence qu'il est toujours dans ce territoire, que la police puisse vérifier sa présence. Il faut, c'est pas quelque chose de très compliqué dans les technologies d'aujourd'hui. C'est possible de localiser une personne facilement avec un téléphone, avec n'importe quoi. Donc, oui, il faut travailler sur un accompagnement des pédophiles qui ont été avérés, qui ont subi des sanctions, qu'il y ait un suivi psychologique à l'intérieur des prisons et qu'il y ait un fichage après. C'est aussi un moyen de prévention. Donc,
Je vous donne l'exemple aux États-Unis, les peines sont très dures que la France, et dures que même au Maroc. Mais il y a un accompagnement pour les pédophiles, il y a des psychiatres qui accompagnent les pédophiles. Mais il y a des sanctions. Donc, sanctions et accompagnement. Parce que le viol, c'est un crime. Il doit être puni. L'agresseur doit être puni. Pédophile, donc, il lui faut un psychiatre. Mais, alors, bon, Mais voilà. la punition, c'est nécessaire. C'est nécessaire et obligatoire parce que cet homme a laissé des cicatrices pour un petit enfant qui va vivre avec tout ça, toute sa vie. oui, cette agression qui va vivre avec l'enfant jusqu'à sa mort. Alors, les détracteurs... C'est difficile d'oublier. Bah, bien sûr. Mais les C'est pourquoi que des enfants abusés deviennent des pédophiles et des agresseurs. Ce schéma-là, il est, c'est quoi? C'est freudien. On a l'impression à chaque fois, c'est soit on rejette un schéma, soit on le reproduit. Non, c'est quasiment à chaque fois je crois que, indépendamment de toute approche théorique, c'est un fait épidémiologique. Hein, c'est une observation, ça c'est clair. C'est un fait d'observation, quelque chose qui, comme ça, comme le dit M. Cherkaoui, peut-être faire revivre. C'est pour ça que je crois que dans les prisons, la manière dont ils sont traités, il paraît que c'est du registre de l'impensable. Alors, la castration, alors bon, ça ce sont des choses qui sont mises en place. Alors, la castration, différents pays, aucun pays n'impose la castration. Il y a la castration chimique et il y a la castration physique. La castration chimique existe sur la base du volontariat. Il y a seulement la Pologne qui essaie de faire passer une loi pour imposer la castration chimique. Et l'Allemagne aussi va avoir la castration physique sur la base du volontariat. Et encore une fois, sur la base du volontariat. Est-ce que ça, c'est une approche qui peut, encore une fois, on est dans une société où on a énormément d'équilibre à respecter, que ce soit dans notre culture, que ce soit dans notre religion. Est-ce que c'est quelque chose qui est pensable, Youssef Chahbi? Vous savez, je ne saurais pas répondre. La castration, ça me semble quand même être un acte barbare. Chimique, c'est de la thérapie, ce sont des médicaments. Ça me semble être une sanction particulière. Honnêtement, je n'ai pas d'avis sur la question. C'est-à-dire, c'est tellement compliqué parce que, d'abord, c'est un acte irréversible. Non, c'est pas irréversible. La castration chimique n'est pas irréversible. Ah, donc, si vous permettez, je vais parler de l'expérience allemande, où on fait, alors c'est de la neurochirurgie, on met des électrodes et on tue, bon. Et alors, un pédophile, pervers, mais volontaire pour la castration physique. Et on lui dit, et maintenant? Il se met à rire. J'en ai toujours envie, mais c'est que je peux plus. Donc, comme quoi, le problème n'est pas qu'un problème organique. La répression, oui. Ne faites pas dire ce que je ne dis pas, mais surtout, un accompagnement psychologique. Bien sûr. Parce que la castration physique, le gars dit, j'en ai toujours envie, mais si je passe pas l'acte, je peux plus. Alors ça pose problème au niveau de la structure, de la personnalité de ces gens-là. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est des pervers. Or, le pervers, la loi n'existe pour lui que pour être transgressé. Un truc parlait de l'éducation sexuelle. Revenons aux enfants, parce que c'est vrai que les détracteurs de l'attention portée aux pédophiles, et qui peut être compréhensible, on dit ok, mais les victimes, parce que c'est vrai que ce sont les victimes finalement sur lesquelles on peut porter le plus d'attention. L'éducation sexuelle, est-ce que c'est important pour faire reconnaître à un enfant ce que c'est que la différence entre un bisou sur la bouche pour aller ensuite à des attouchements qui peuvent être plus suggestifs pour aller après vers un véritable viol? Est-ce qu'aujourd'hui, nos enfants sont outillés pour reconnaître ça? Est-ce que c'est aux parents d'enseigner ça ou est-ce que c'est à l'école de pouvoir le faire? Oui, l'éducation sexuelle, c'est essentiel. Il doit être familiarisé ici au Maroc. Les familles n'arrivent pas maintenant à comprendre que l'éducation sexuelle, c'est un outil de défense pour l'enfant. Il faut dire à nos enfants que des gestes ou tel geste peuvent être des agressions sexuelles. Parfois, des gens qui donnent un bonbon à un enfant, ils peuvent le paniquer comme ça, le faire tomber dans le... Donc, nous, en tant que parents, que société civile, on doit
inclure l'éducation sexuelle dans la culture des Marocains. Là, c'est un gros boulot, ça. Oui, c'est essentiel, l'éducation sexuelle. Et vous vous rendez compte le nombre de loquets qu'il faut qu'on fasse sauter pour, pour faire entrer la culture, elle est l'éducation sexuelle à l'école et dans les familles, surtout. Il faut apprendre. Mais aux à l'école, oui. on a demandé que des leçons d'éducation sexuelle doivent être impliquées dans les programmes scolaires. C'est essentiel et primordial pour nous, pour que les enfants doivent être capables de se défendre. Hein? De dire à un homme, non, arrêtez, stop, qu'est-ce que vous allez faire? Donc il faut une personnalité à l'enfant. Lorsque l'enfant sait qu'un acte peut être un abus ou bien une agression, il Qu'il doit puisse reconnaître Oui, au oui. moins et avoir la température. Il doit de se ce qui va reconnaître et il doit se défendre. Donc pour se défendre, on doit l'inculquer une éducation sexuelle. Youssef Chahbi. Il est nécessaire évidemment que le premier niveau, c'est que ça se passe dans la famille. Il faut que les enfants, qu'on sache dire à nos enfants, même si nous, on a grandi dans une situation où c'était un tabou de parler de sexualité en famille, mais de dire aux enfants que le corps de l'enfant est sacré, que personne n'a le droit de le toucher. Faire comprendre qu'un attouchement commence par quoi que ce soit. Dire à l'enfant qu'il a le droit de se défendre, quelle que soit l'autorité. Il faut d'abord, quand on parle avec ses enfants, il faut leur faire confiance et les écouter et les laisser raconter les choses pour qu'on puisse travailler avec les enfants. C'est forcément difficile dans une société où c'était un tabou, c'est encore un tabou dans beaucoup de familles, où on ne peut pas parler de beaucoup de choses. Mais le premier niveau de protection, ça se passe à la maison. Évidemment, à l'école, avec des cours d'éducation sexuelle, c'est facile de commencer très tôt, même au niveau du primaire, pour expliquer aux enfants les choses. Mais dans une société qui est aussi frileuse avec ce genre de sujet, est-ce que finalement l'école n'est pas le remède de déléguer la famille qui a du mal de pas déjà parler de sexualité des fois entre couples, alors avec les enfants ça peut être beaucoup plus difficile, de déléguer ça à une personne tierce finalement, est-ce que c'est pas le début de solution pour commencer à éclairer un peu les enfants? Mais je crois que c'est fondamental, je suis en train de dire. Mais ça doit se jouer à trois. L'enfant, la famille et l'école. Hein, comme dit fort justement M. Chahbi. Faut-il encore que l'enfant ait un espace où il puisse être entendu, Oui. où sa S'il parole... revient de l'école et qu'il en parle à ses parents que ça va scout, chômeur, c'est fini. C'est fini. Chômeur, scout, hein. Alors, écoutons un enfant. Et peut-être parfois il va nous apprendre beaucoup plus de choses qu'on le pense. Mais c'est vrai que ça joue à trois. L'environnement scolaire, la famille et l'enfant. Ouais, vous savez, je me rappelle que lorsque, au milieu des années 90, on a commencé à parler de préservatifs ou de faire la pub, de maintenant on peut dire la marque parce qu'elle n'existe plus. Bref, ça passait à la radio. Beaucoup de personnes ont arrêté de couper la radio parce que Radio Gaulle attend al-azib tibbi. Et évidemment, c'est arrivé dans ma famille, j'ai des cousins qui sont venus. Je ne me rappelle pas, moi, avoir dit quelque chose de machin. J'étais assez tranquille dans mon enfance. Ah bon, ça existait, ça, c'est une autre vie. Qui venait dire un gros mot, et, comme ça, machin, et sans comprendre de quoi il s'agit. Il a entendu à l'école, et donc mais il était tout de suite, mais jamais on va lui dire, le mot que tu viens de prononcer, qui te l'a dit? Donc, évidemment, il faut ouvrir, c'est un grand chantier. Et c'est excellent que aujourd'hui, maintenant, je me retrouve dans une position comme si j'étais un expert. Je ne suis pas un expert de la pédophilie, c'est juste parce que, bon, je défends cette petite fille de 3 ans, que je suis passé à la télé il y a quelques semaines, qu'aujourd'hui aussi vous m'avez invité. Mais je ne suis pas un spécialiste. Donc, il faut s'en remettre. Et ce serait bien de créer une instance officielle où il y ait des psychologues, des magistrats, des avocats, des agents de la police judiciaire, que tout le monde se mette ensemble, des familles d'abusés, des pédophiles, tout le monde. Le jour où on a fait la structure de l'Moudouana, tout le monde est venu parler, les ulama, les femmes, machin, et aborder le sujet. Parce que c'est un sujet compliqué, personne ne va trouver une solution. Là, le professeur, alors, justement, vous avez décidé, en compagnie de Maître Hicham Nasseri, de défendre cette petite fille, hein, comme on dit dans le milieu juridique pro bono, c'est-à-dire gratuitement. Pourquoi vous avez fait ça?
Je vais vous dire, j'ai été contacté par la famille de cette jeune fille par le biais d'amis communs qui m'ont dit c'est une famille qui n'a pas les moyens de défendre. Ensuite, par la suite, Maître Hicham Nasseri, le cabinet de Maître Hicham Nasseri m'a contacté pour se joindre et on travaille ensemble sur ce dossier. On a assisté ensemble, par exemple, chez le juge d'instruction avec la fillette. Pourquoi? Je vais vous dire, j'ai souvent défendu des cas comme ça à titre gracieux, parce que d'abord, c'est une situation pour venir en aide. Ensuite, maintenant, avec l'arrivée de Maître Nasseri, il y a des possibilités pour que elle soit suivie par un psy. Il y a un psy à Casablanca qui s'en charge de cette petite fille. Le fait que cet événement soit médiatisé, que cette agression soit médiatisée, c'est excellent. Pour que s'ouvre ce débat et qu'on trouve les solutions, que ce qu'on disait, la recevabilité du témoignage, la recevabilité de l'avis de l'expert qui va recevoir la fillette, la présence, par exemple, de psy dans les cellules, dans les commissariats de police, que le témoignage de l'enfant soit filmé, comme ça il est spontané la première fois, que même si après, pour une raison ou pour une autre, il a été retravaillé, qu'on puisse avoir une base pour travailler. Il y a 1000 pistes à explorer, mais il faut que beaucoup d'énergie se mette autour pour trouver une solution. Que les sanctions ne soient plus aussi clémentes, scandaleuses, honteuses. C'est incroyable. Ce que je vous disais tout à l'heure. Il a commis ce crime. Et il faut qu'il soit puni sévèrement. Soit, et donc il faut qu'il soit acquitté. Mais des peines de 6 mois avec sursis, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut abuser des enfants. Si on fait une comparaison, les relations sexuelles hors mariage sont passibles d'une peine de prison de 12 mois, entre adultes consentants. D'accord? Il y a déjà eu des jurisprudences en la matière? Oui. Avec cette peine-là? Pas beaucoup? Non, mais je demande. Quand on voit 6 mois avec sursis, on peut se poser la question pour faire la différence, pour voir le rapport au corps de l'enfant. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Youssef Chabi sur, finalement, en fait, vous, qu'est-ce que vous attendez de cette affaire? Est-ce que ça sera une jurisprudence? Est-ce que ça risque d'être un point central pour la suite des événements? Oui, donc je suis d'accord avec Maître Chabi dans ce sens. Oui. C'est important qu'il y ait à un moment donné, qu'il y ait un verdict qui soit exemplaire. Je crois que l'exemplarité est importante et je crois que ce que vous êtes en train de dire est fondamental. Hein, que ça serve. Qu'au-delà de cette limite, vos tickets les plus valables, pour reprendre Mangari. Oui. Hein, il faut que ça se fasse. Mais là, c'est scandaleux parce que c'est entre 6 mois avec sursis en plus. C'est soit rien, qu'est-ce que ça signifie? Ça n'a aucun sens. Là, il faut que cette affaire soit un fait générateur. C'est basta, baraka. C'est fini. La pédophilie, il faut que ce message soit transmis à tout le monde, aux pédophiles, aux tribunaux, à tout le monde. Mais, pour être équitable, il faut que les tribunaux, il faut que les juges aient les moyens de faire leur investigation. Parce que tel Qadi, Ando Damir, il a une conscience. Lui aussi, quand il est dans une situation, s'il n'a pas d'éléments de preuve, s'il n'a pas la loi qui lui dit les éléments de preuve sur lesquels tu peux te baser, lui aussi, il a une conscience à la fin de la journée, il ne peut pas condamner comme ça. Donc, il faut remettre en situation pour que tout le monde puisse faire son travail correctement, que la police judiciaire ait les moyens d'auditionner les enfants, qu'il y ait des pédopsies, que la justice ait les moyens de recevoir les enfants dans des conditions particulières. Il faut encourager les familles et leur donner les outils pour que les familles aient le courage de faire ce pas, d'aller devant la justice. Il nous reste 1 minute. Juste, qu'est-ce que vous, en tant que praticien, si les téléspectateurs qui nous regardent, c'est que c'est un peu anxiogène, mais en gros, à quoi faire attention? Vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais à quoi faire attention? Quels sont les principaux signes où on peut se dire, allez, allons consulter, juste pour nous dire qu'il y a, pour se rendre compte qu'il peut y avoir un problème? Pour faire simple et rapide, s'il vous plaît, soyez à l'écoute des enfants. Parfois, ils en disent beaucoup plus que vous ne le pensez. Parfois, des gestes simples, parfois un regard, parfois une terreur nocturne, quelque chose qui peut paraître banal, vient signifier quelque chose. Un enfant ne dit pas n'importe quoi. Et quand il parle vrai, en général. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission. La rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route. Excellente soirée sur Média TV. À demain.